Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Comme promis, nous verrons dans cette émission tous les buts du championnat de la deuxième journée de Division 1 qui a eu lieu mercredi dernier. Nous consacrerons aussi un magazine à Sochaux, qui est l'équipe qui fait la course en tête. Il y aura de la poésie dans ce Téléfoot avec un poème écrit et dit par Lucien Leduc. Ça concerne évidemment le football. Et puis, comme il n'y a pas de buts étrangers, les championnats n'ont pas repris à l'étranger encore, eh bien, nous verrons quand même beaucoup de buts étrangers en fin d'émission, avec une rétrospective consacrée au final des Coupes nationales. C'est ainsi que nous reverrons les buts des finales de Coupe d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique et d'Italie. Et pour commencer la Division 2, dont c'était la deuxième journée hier soir, on va commencer avec le match Thonon-Lyon. Philippe, oui, intéressant premier match de Lyon, puisque Lyon avait été exempt au premier tour dans ce groupe A où il y a 19 clubs. Lyon qui retrouve la Division 2 après une bonne trentaine d'années, je crois, ou pas loin, et entraîné par Robert Herbin. Oui, et cela fait exactement 29 ans, puisque je crois que leur dernier match en deuxième division remontait à mai 1954. C'était l'année où ils avaient été champions de deuxième division d'ailleurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces retrouvailles avec la deuxième division ont été laborieuses, puisque les premières actions dangereuses sont apportées au crédit de Thonon. Celle-ci notamment, qui est amenée par Augustin, qui donne sur la gauche son arrière latéral gauche Bécher. Tête de Ferry qui réussit finalement à écarter le danger, mais pas pour longtemps, puisque c'est Ondrus qui récupère le ballon au milieu du terrain, qui a bien vu la situation. Un petit passement de jambe, c'est bien fait, mais finalement il est fauché par Nikolic. Gros plan sur Ondrus, et oui, vous n'avez pas rêvé, c'est bien l'ex-vedette et capitaine de l'équipe de Tchécoslovaquie qui joue sous les couleurs de Thonon. Le coup franc maintenant, il est tiré de 35 mètres par Lazurevic et s'écrase sur le montant. Topalovic revient de loin car là, il était bien battu sur ce tir de Lazarovic. Début difficile donc pour Lyon qui va souffrir encore sur cette action menée par Bullman et Augustin et finalement qui atterrit sur le petit filet avec donc un corner puisque Zambelli y a mis la tête. Un corner tiré encore par Augustin, tête d'Ondrus. Un petit cafouillage et finalement c'est Champeau qui récupère, qui centre un tout petit peu trop loin puisque Lyon arrive tout de même à écarter le danger. Garin lui reste couché, il a été touché et Parison va perdre le ballon. Cela ne rassure pas trop Robert Herbin, l'entraîneur lyonnais, qui attend toujours que ses joueurs se créent une occasion. Finalement cette occasion, eh bien il va l'avoir. Là elle est menée par Boki qui donne sur la droite pour Nikolic à la limite du hors-jeu. Nikolic s'engage malheureusement, et oui il croise un tout petit peu trop son tir. Il devra donc encore patienter un petit peu pour marquer son premier but en deuxième division. 35e minute maintenant et une nouvelle action de Thonon menée sur la droite par Martinez, une recrue. Reprise et arrêt réflexe de Topalovic, la reprise était de Bécher qui réussit à récupérer le ballon. Finalement il va centrer de nouveau. Tir de laine et Martinez s'est jeté. Pas de regret puisque M. Vautreau a sifflé un hors-jeu. Un mot encore sur ce match. Il a été haché et heurté. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette fois-ci, c'est Olio qui a été maltraité par l'aîné. Coup franc donc. Il y en a eu beaucoup tout au long des 90 minutes. Le coup franc est tiré par Philippe. Tête de Fournier qui passe à côté des buts de Rocco. 0-0 donc à la mi-temps. Il y avait de quoi s'ennuyer, mais heureusement, il y a eu un bon moment avec cet intermède musical à la pause. Retour au jeu tout de même avec Ferry qui a donné pour Ndioro, Ndioro pour Fréchet, Fréchet qui a bien vu Fournier s'engager sur la droite, Fournier qui s'avance, qui tire, malheureusement son tir heurte le montant, Ndioro peut reprendre et il choisit d'aller sur la gauche, il centre, mais c'est pratiquement terminé puisque tous les joueurs de Thonon se sont regroupés derrière et Fournier va être contré donc. Vous allez revoir cette action lyonnaise, pour une fois Lyon a joué rapidement, Fréchet a bien démarqué Fournier, Fournier a bien tiré. Pas de chance puisque son tir heurte le montant, mais Ndioro a peut-être commis une erreur de ne pas tirer tout de suite. Il va amorcer un dribble et finalement eh bien, il va se boucher son angle de tir. C'est dommage, surtout que les occasions de but ne sont pas nombreuses dans ce match, alors quand on en a une, autant ne pas la rater. Nouvelle faute de Philippe sur Augustin, coup franc bien placé, il va être tiré par Lazurovic. Et oui, Topalovic est trompé. 1-0 pour Thonon après 50 minutes de jeu.
Les joueurs de Jean-Pierre Carayon sont contents. Ils tiennent là peut-être leur première victoire de la saison sur l'un des favoris du groupe. Et dans le cadre d'un derby, cela fait toujours plaisir. Mais Lazurovic a tout de même pas mal de réussite. Son tir, vous voyez, est détourné par un défenseur lyonnais. Et c'est ce qui trompe le gardien Topalovic. Cette année, Thonon a une carte d'outsider à jouer, comme il l'avait joué il y a 2 ans. Le club savoyard a recruté quelques bons joueurs, Ondruch, je vous l'ai dit, mais aussi Parison, Augustin et Martinez, qui là vont être tout près d'amener un deuxième but. Une action qui s'est terminée par un tir de Champeau. Malheureusement pour lui, son tir était un petit peu trop mou. Et donc Topalovic a pu sortir la balle en corner. 77e minute maintenant. Et une nouvelle faute. Cette fois-ci, ce n'est pas Augustin qui est accroché par Philippe, mais le contraire de tout à l'heure, qui avait donné donc l'action du but. Eh bien, regardez bien, ce coup franc, il est tiré par Fournier, Olio, pardon, tête de Fournier, reprise de Ferry. C'est le but de l'égalisation, 1 partout. Lyon a préservé l'essentiel, disons. Cela aurait été dur pour eux et pour leur morale de commencer par une défaite. Et sur le ralenti, vous allez voir qu'ils sont bien aidés par le gardien de Rocco, un ancien lyonnais, qui sort un petit peu et qui passe à côté de la balle. Reprise de la tête de Fournier et reprise des buts de Ferry. Et c'est ce qui permet donc à... Un match nul à l'extérieur, donc un résultat positif. Thonon avait déjà un match de compétition dans les jambes. Il est certain que le début est toujours difficile. Il me semble que l'équipe de l'OL a su bien réagir. Et c'est l'OL qui s'est montré le plus dangereux en fin de partie. C'est donc que ces joueurs sont en condition. Maintenant, le nul me semble équitable. Bien. Est-ce que la première division reste votre objectif? Il me semble que c'est l'objectif de beaucoup de clubs en seconde division. Hélas, nous ne sommes pas les seuls et la lutte sera rude. Et vous pensez aller en première division avec un effectif tel que vous avez maintenant, ça vous paraît suffisant comme effectif? Écoutez, nous n'avions pas les moyens de pratiquer des renforts et nous avons été obligés de faire appel aux jeunes. Mais enfin, les jeunes ont beaucoup d'ambition, ont envie de travailler et je souhaite qu'ils s'épanouissent le plus rapidement possible. Jean-Pierre Carayon, vous êtes satisfait du résultat? Bah, écoutez, je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin, un petit peu satisfait parce que sur la fin on a beaucoup faibli et j'ai eu bien peur, un petit peu déçu parce que sur l'ensemble du match on a quand même fait l'essentiel du jeu et on aurait peut-être mérité un meilleur sort. La première division, c'est un objectif pour vous? Non, c'est pas un objectif. On a toujours dit que si ça se présentait, on accepterait d'y aller. Maintenant, on joue les matchs comme ils viennent en essayant d'avoir le meilleur classement possible sans avoir à l'idée de monter en première division. Voilà. Alors Philippe, oui, votre opinion, vous, Lyon est équipé pour remonter cette année? Alors sur le vu du match d'hier soir, disons qu'ils sont un petit peu inquiétants. Maintenant, je crois qu'ils ont plusieurs atouts, c'est-à-dire qu'ils sont déjà tombés dans le groupe B, c'est-à-dire peut-être le plus faible, le groupe A, pardon, ouais. Avec Nice et Marseille seulement comme principaux candidats. Mais c'est vrai que sur le terrain, Robert Herbin l'a dit, il va essayer quelques jeunes, mais il n'est pas évident que ces jeunes arrivent à remplacer facilement des joueurs comme Chiesa, Aymon ou encore Domergue. Bien, merci Philippe. Alors vous avez cité Nice, vous avez bien fait effectivement. Les Niçois avaient bien commencé en faisant match nul à Marseille. Et ont-ils bien continué sur leur terrain en recevant Béziers? On va le savoir tout de suite avec vous, Frédéric. Oui, les images. Oui, alors les Niçois ont pas mal commencé, vous allez le voir. C'était leur première de la saison au Stade du Ray. Une première qui se résuma d'abord à une histoire de pénalty. Et surprise, dans un premier temps, c'est d'abord Béziers qui va s'en voir accorder un pénalty. Sur cette action, Tur parvient à s'échapper. Il est fauché par Amitrano. Pas d'hésitation de la part de l'arbitre. Et enthousiasme chez les supporters de Béziers, mais enthousiasme prématuré. Amitrano détourne le tir de Jovanic. Toujours 0-0, donc après 20 minutes de jeu en deuxième mi-temps, mais Nice accélère. Ici, Larsson donne à Françoise, abattu sans ménagement par Patrice Cabanel. Cette fois, le pénalty est en faveur de Nice. Et même, vous allez le voir, s'il glisse au moment de tirer, ça ressemble presque à un tacle. Françoise n'imite pas Jovanic à 1-0 pour Nice. 5 minutes après ce but, Blanc et Marguerite ont remplacé Mingoal et Lefebvre côté niçois. Blanc, c'est lui qui adresse ce centre. Marguerite, c'est lui qui reprend après que Françoise est déviée. Et de 2 pour Nice. 85e minute maintenant, encore André Blanc. Encore Marguerite, mais sa reprise de la tête est contrée. Alors c'est Larsson qui conclut. Score final donc 3-0 pour Nice.
L'ensemble des résultats de ce groupe A, donc avec cette victoire 3-0 de Nice contre Béziers, a souligné la victoire de La Roche-sur-Yon qui est nouveau promu aux dépens de l'Olympique de Marseille qui lui aussi vise la remontée en Division 1. 2-0 pour La Roche-sur-Yon. Coup de chapeau donc à cette équipe nouvellement promue en Division 2. Victoire à l'extérieur de Grenoble. 3-1 contre Martigues et sévère défaite de Cannes qui fait partie aussi des favoris de ce groupe A. 3-0 à Libourne. Une seule équipe a fait le plein de points après 2 journées, c'est Grenoble avec 4 points. Deuxième, Nice, Guignon et Limoges avec 3 points. Alors nous passons maintenant au groupe B. On avait été beaucoup impressionné lors de la première journée par le carton du Racing, 7-0. Et puis, bon, on cite Mulhouse, bien entendu, qui avait gagné au Red Star. On cite Reims, Le Havre et Tours, que nous verrons tout à l'heure. On va continuer avec vous, Frédéric, en voyant Reims, Le Havre et Valenciennes Racing. Et on va se rendre compte que pour le Racing, ça continue d'aller très bien. Et que pour Reims, ça va pas mal non plus. Pas mal non plus. Et sur leur terrain, les Rémois se sont laissés surprendre par Le Havre en première mi-temps. Le caméraman aussi, nous ne verrons pas le but qui a permis aux Normands de mener jusqu'à cet instant. L'égalisation est signée Gianetta après 50 minutes de jeu. Un peu plus tard, Zorzetto, sur la droite, prend le relais de Bertolino. Il adresse un excellent centre. À la réception, le Polonais Rosborki. Petit amorti, petit lob. Et Reims mène par 2-1. Pas pour longtemps, 6 minutes seulement se sont écoulées quand Gonfalone alerte Martet, qui de la tête remet les deux équipes à égalité. Le temps d'engager, les Rémois nullement découragés repartent à l'attaque. Bertolino, toujours lui en tête. Bertolino qui a été excellent l'autre soir. Il adresse ici un nouveau centre, mal renvoyé par la défense du Havre. Le ballon directement dans les pieds de Lechantre. Toujours la même tactique, un centre, mais cette fois, Kiefer marque. Il a marqué de la tête, mais c'est à la jambe qu'il s'est fait mal. En tout cas, Reims mène maintenant par 3-2. Le Havre aura de nouveau l'occasion d'égaliser, mais c'est Haribar en 2 temps, ici, qui marquera un nouveau but. Reims 4, Le Havre 2. Au stade Ningesser, maintenant, les joueurs de Valenciennes n'étaient pas rassurés en pénétrant sur le terrain. Il était encore moins 7 minutes plus tard, centre de Majder, reprise de Clant, et le Racing, après ses 7 buts passés à Châteauroux, mène déjà 1-0. Les nordistes vont réagir, mais Bas fait bonne garde. Et ici, ce grand blond que vous allez voir, et oui, c'est lui, Daniel Leclerc, l'ex-Lensois, est contré au dernier moment. Contré comme laisse au centre de Chebel après 1 heure de jeu, pas de chance pour Valenciennes et le Racing mène 2-0. Bas de son côté se montre toujours intraitable. Alors les Parisiens vont même gagner par 3-0. Le mot de la fin revenant à Armando Bianchi. Alors le Racing donc qui marque 10 buts en 2 matchs, c'est très impressionnant, qui avait marqué 7 contre Châteauroux, vous l'avez rappelé, et Châteauroux qui mange son pain noir en début de championnat, et bien recevait hier soir Tours, qui est l'un des autres favoris, Tours qui descend de Division 1, en ayant perdu quelques joueurs comme Guy Lacombe ou Nice, mais aussi bien renforcés comme vous allez le voir. Les Tourangeaux sont en maillot bleu. C'était une sorte de derby avec 4000 spectateurs présents hier soir au stade municipal de Châteauroux. Et corner pour Tours, nous sommes à la 4e minute de jeu. Corner tiré par Polagnoc. Et premier but signé Furlan. 1-0 au bout de 4 minutes, c'est dur. D'autant que 2 minutes plus tard, oui 2 minutes plus tard simplement, eh bien les supporters tourangeaux qui étaient venus nombreux vont avoir encore une occasion de se réjouir. Départ de leur base avec l'Oiseau, ballon intercepté par Bellavia. En retrait pour Carlier. Desrutins, l'ex-Tourangeau, là, fait une passe un peu courte, interceptée par Polagnoc, grand pont de Polagnoc. Centre, raté une première fois et repris finalement par Lozano. Et 2-0 pour Tours, voilà, il est content, l'homme du tableau d'affichage, c'est un traître. Il est venu de l'extérieur. 2-0 donc pour Tours en 6 minutes. C'est très très dur et Châteauroux en fin de première mi-temps, eh bien, va encaisser un 3e but. Le ballon est là dans les pieds de Aubard. Les Castelroussins ne savent plus trop comment s'y prendre pour s'en sortir. Et voilà, encore un ballon perdu. Récupéré celui-là par Da Fonseca. Sans problème. 3-0 donc après 45 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, Châteauroux va retrouver un petit peu ses marques. Alors que l'équipe de Guy Briet, l'équipe de Tours, entraînée donc par l'ex-stéphanois Guy Briet, eh bien, va flotter un petit peu. Et les Castelroussins vont profiter, notamment sur cette attaque menée par Castellani, qui lance bien Bellavia. Et penalty accordé par monsieur Svirog. Mais quand ça ne va pas, eh bien rien ne va, tout simplement. C'est Eldaya qui tire ce penalty. Le nouveau gardien de Tours s'appelle Dobrage. Il a succédé à Desrousseaux parti à Metz. Et Dobrage, eh bien, repousse ce penalty. C'est un corner pour Châteauroux. Corner renvoyé par l'Oiseau au bar.
qui lance bien des rutins. Et là, c'est un très beau but extérieur du pied gauche, 3-1 pour Châteauroux. Il reste une demi-heure à jouer. Et en fin de partie, voilà, difficile à accrocher ce premier but. 3-1 donc pour Tours. Et le 4e but va arriver en fin de match sur corner tiré par la nouvelle recrue, le Hongrois Varadi. Et une tête de Lozano absolument seul. Le but était vide. C'était comme dans du beurre. 4-1 donc pour Tours, qui est plus qu'un outsider dans ce groupe B. Nous allons voir maintenant les résultats complets du groupe B de cette deuxième journée. Il a fallu 2 buts de Six pour que Mulhouse batte Quimper devant 12 000 spectateurs, 2-1. À noter la victoire de Sedan à Roubaix. Alors le carré d'As est déjà constitué dans ce groupe B, avec en tête le Racing, Reims, Tours et Mulhouse, avec 4 points. Samedi prochain, il y aura un Racing Reims qui vaudra le déplacement. Et puis 5e avec 3 points, Orléans, le Stade Français et Guingamp avec 3 points. Voilà donc pour la division 2. À noter aussi que au stade de Colombes, mardi prochain, eh bien, l'équipe de Racing recevra la sélection nationale d'Algérie, qui avait fait forte impression au dernier mondial, vous vous en souvenez, qui est en tournée en ce moment en France. L'Algérie a fait match nul il y a quelques jours avec Cannes, donc mardi à 20 h à Colombes. Le prix des places est vraiment très abordable, 15 francs et 30 francs. La division 1 maintenant, revue complète de tous les buts de la deuxième journée, en commençant par le match Lille-Strasbourg. Lille qui, vous le savez, avait été la seule équipe à gagner à l'extérieur lors de la première journée. Lille en maillot blanc avec son capitaine Didier Christophe. Contre Strasbourg, donc beaucoup de monde au stade de Villeneuve-d'Ascq. Et première occasion pour les Lillois avec Bureau, pour le Yougoslave Savic, nouvelle recrue aussi de Lille. Ricor, tout nouveau lui aussi, le numéro 10 qui vient de Monaco. Et le tir de Ricor touche la transversale mais du mauvais côté. Et c'est Strasbourg qui va ouvrir le score, grâce à celui qui a été pendant très longtemps l'année dernière le meilleur buteur du championnat de première division, le Marocain Crimo de la tête. Et Glassman la pousse au fond, mais il y était déjà. Le ballon avait déjà franchi la ligne, donc but accordé à Crimo. Et Strasbourg mène à Lille par 1-0, mais les Lillois vont égaliser sur corner également avec Primorac au deuxième poteau. Nous revoyons ce but d'égalisation, donc un but partout entre Lille et Strasbourg. Nîmes-Nancy maintenant avec les retrouvailles du football de haut niveau pour le public de Lille, de Nîmes pardon, contre Nancy et sa tireur Pires qui va marquer le premier but d'un tir superbe de 20 mètres dans la lucarne. Et Nîmes va obtenir un penalty sur cette action de Nygard bousculé par Janol, penalty que Nygard va transformer lui-même. Un but partout donc entre Nîmes et Nancy. À noter la super partie du gardien de Nancy, Jean-Michel Moutier. Auxerre-Nantes maintenant avec notre correspondant des Fers 3, Dijon. Septième minute, premier corner pour les Auxerrois. Barret va récupérer le ballon, centre pour Pineda. Manque de sang-froid du jeune avant-centre auxerrois, surpris de se retrouver si près des buts, tout seul devant Bertrand Demann. Sa reprise échoue dans les bras du gardien nantais. Les Nantais plient d'ailleurs sous le rythme des Auxerrois. 5 minutes plus tard, c'est Lantier qui va avoir une nouvelle occasion. Lantier lance Perdriau. Après un relais avec Garande et Pineda. Le centre de Perdriau est contré et Lantier voit son tir échouer sur le poteau de Bertrand Demann avant de sortir. À force de plier, la défense nantaise rompt. Peu après le premier quart d'heure, faute d'Adoncor sur Perdriau. Les Auxerrois jouent rapidement le coup franc. Perdriau pour Ferreri, Ferreri pour Barret, Barret pour Garande tout seul. 1-0 après 17 minutes de jeu pour Auxerre. Vexel et Nantais vont se créer 2 occasions coup sur coup aux 25e et 27e minutes, en partie grâce à leur jeu collectif retrouvé. Müller lance Bibard qui centre pour Bucher qui manque l'égalisation par un mauvais contrôle. Deux minutes plus tard, à nouveau une balle partie de l'arrière. Ayache s'enfonce dans la défense auxerroise. Centre pour Bucher, la balle échoue à Amis qui remet en retrait pour Müller qui adresse un tir canon des 30 mètres. Superbe plongeon de Batz qui sauve son équipe. Ce sont les 2 dernières occasions d'une demi-heure de rêve. Ensuite, le jeu va devenir brouillon et la deuxième mi-temps ne va être marquée que par quelques coups d'éclat. Le plus brillant pour Auxerre à 10 minutes de la fin ici.
Ferreri lance Pineda. Centre de l'ailier droit pour Garand. Bertrand Neumann cafouille, Bibard s'en mêle et finalement Garand rate de peu la cage nantaise. En fin de match, les Nantais vont se créer 2 occasions. À 5 minutes de la fin, tir de Touré, Batz une nouvelle fois sauve son équipe. Le gardien auxerrois va sauver son équipe à nouveau et pour la dernière fois à 30 secondes de la fin sur cette action. Bibard va se retrouver tout seul, va tenter de lober Batz qui va détourner sur la tête de Picot qui va heureusement pour Auxerre manquer sa reprise de la tête. Ouf, les Auxerrois ont eu chaud, chaud pour le résultat, chaud aussi à cause de l'atmosphère. 2 kilos, ouais. 2 kilos, ouais. Pour tout le monde, le régime au cours d'un match, c'est de perdre entre 2 et 3 kilos en cette période de l'année. Chaud aussi à Bastia pour le match Bastia-Rouen avec les 2 flèches de l'attaque bastiaise ici en action. Roger Mila et Jacques Zimaco de retour à son club des débuts dans la métropole et détourné par Amour, donc ce centre de Zimaco. Les gardiens, bien entendu, comme l'indiquera le score 0-0, ont fait un bon match. C'est le cas d'Olmeta, le nouveau gardien corse. Tir de Tlemkani qui passe à côté. Et c'est le cas aussi de Bensoussan, le gardien de Rouen, qui va ici stopper un tir lointain de Servetti. Un bon tir, 0-0. Donc les Corses n'ont pas marqué de but, n'en ont pas encaissé en 2 matchs. Rennes-Toulouse. Alors là, il y a beaucoup de buts. Retour de Rennes en première division. Les supporters étaient là. Bien entendu, très heureux. Mais, bonheur de courte durée pour ces retrouvailles, puisque l'équipe toulousaine, très efficace, va marquer un premier but par Gérard Soler. Quelques instants plus tard, sur cette faute défensive, un deuxième but avec au départ Domergue, une tête de Laurent Rousset et une reprise de Gérard Soler. 2-0 pour l'équipe toulousaine. Nous allons revoir ce deuxième but ralenti, donc le centre de Domergue, nouvelle recrue sur la tête de Laurent Rousset, qui lui aussi est une nouvelle recrue, l'ex-avant-centre des Verts. Et Gérard Soler qui arrive bien, qui joue très bien le coup. Du Pointu, un but de Monsieur Pointu. 2-0 et ce n'est pas fini, puisque l'équipe entraînée maintenant par le Suisse Daniel Jean Dupeux va marquer un troisième but sur corner tiré par Soler et but d'un nouvel recrue encore de Toulouse qui s'est beaucoup renforcé durant l'intersaison, signé Guy Lacombe. 3-0 à la mi-temps, il y a de quoi baisser la tête pour l'équipe de Jean Vincent, pour les joueurs de l'équipe de Jean Vincent, d'autant qu'en deuxième période, eh bien, Toulouse va corser l'addition grâce à Van Stralen qui était entré en cours de jeu. 4-0. C'est la déroute. Et ce n'est pas le but marqué ensuite par les Rennais qui va atténuer la déception. Ce centre de Bézaz sur la tête de Yannick Stopira. Bon, ça vaut un petit ralenti quand même, d'autant qu'il est marqué par les 2 anciens joueurs de Sochaux, Moussa Bézaz et tête de Stopira. 4-1. Et il y aura un 5e but avec au départ le nouveau meneur de jeu de Toulouse, le Suisse Favre, qui d'une très belle balle piquée, bien exploitée par Van Stralen, regardez bien, c'est superbe, va permettre à Toulouse de l'emporter 5-1, contrôle de la poitrine, reprise de volée. 5-1 donc pour Toulouse à Rennes, Toulouse qui est plus que jamais un outsider en ce début de championnat. Autre sévère défaite à domicile, celle de Saint-Étienne. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça au stade Geoffroy-Guichard, contre Lens, 4-0, le premier but étant marqué par Brisson, à la suite du corner tiré par Piet. Il y avait 16 000 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard et Xwereb est à l'origine des 3 autres buts. C'est le numéro 12, centre de Xwereb et deuxième but signé du Polonais Ogaza. On va retrouver Xwereb à peu près dans les mêmes conditions. Et là c'est Brisson qui remet ça. 3-0 pour l'équipe de Gérard Rouillet et le 4e but, encore Xwereb qui lance fort bien le Polonais Tlokinski, qui part dans le dos des défenseurs verts et qui marque le 4e et dernier but. 4-0 donc pour Lens à Saint-Étienne. Metz-Brest maintenant avec un raid de Kurbos, une sortie du gardien Bernard. Bernard continue sa sortie, il ne sait plus, je vais revenir, je continue, je reviens. Et Kurbos pendant ce temps-là centre. Au deuxième poteau, il y a Éric Pécou, le nouvel avant-centre messin, et qui marque le but du match que nous allons revoir au ralenti. Belle action technique donc du nouvel avant-centre du FC Metz, Éric Pécou, amorti de la poitrine.
reprise de mi-volée du pied gauche en pivot et en force, donc 1-0 pour Metz. L'ancien club de Pécou, Monaco, eh bien le voici, avec Monaco-Laval. De la montagne sur l'aile droite, centre de la montagne au deuxième poteau, comme un boulet de canon, Bruno Bellone, et 1-0. Il faudra attendre la 82e minute pour que Monaco creuse un écart meilleur avec cette passe de Bravo à Amoros, 82e minute, donc but d'Amoros. Et puis petit exploit de Bravo qui bénéficie quand même du concours d'un défenseur de Laval pour marquer le 3e but, tout à fait en fin de match. 3-0 donc pour Monaco, l'un des favoris du championnat. Reste Paris Saint-Germain-Toulon au Parc avec cette très belle passe de Mustapha Daleb pour Dominique Rocheteau qui ouvre le score devant 25 000 spectateurs. Sur corner, tête de Zaramba et Berenguer sur la ligne de but repousse peut-être de la main. En tout cas, l'arbitre laisse jouer et il n'y a qu'un but d'avance pour Paris. Albert Raymond dans les 16 mètres, fauché par le mou. Penalty que va tirer Delio Onis qui a retrouvé le midi et ses amis d'Alger, Aymon et compagnie. Un partout donc à la mi-temps, mais l'équipe de Christian d'Alger et de Marcel Duval n'a tenu qu'une mi-temps. Et en deuxième période, eh bien, ce sera un petit peu l'effondrement avec Suzik à l'origine de tous les buts parisiens. Coup franc de Suzik et but de Luis Fernandez pour commencer. Ensuite, un tir de Suzik détourné par Neubert et Vizqueno est pris à contre-pied, 3-1. Ensuite, Suzik, le voici qui talonne pour Zaramba, c'est superbe, tir au ras du poteau, 4-1. Et le dernier, encore avec Suzik et la tête de Michel Ngom qui saute plus haut que le gardien, 5-1, c'est un peu lourd pour Toulon. Et c'est bien parti donc pour l'équipe de Paris Saint-Germain. Alors c'est bien parti aussi pour Sochaux, que nous allons voir maintenant. Sochaux qui occupe la tête du classement, nous verrons le classement dans un instant, avec Lens, avec 4 points. Sochaux qui recevait Bordeaux, c'était le match du jour pour la deuxième journée. Vous avez suivi ce match, Philippe, et Sochaux-Bordeaux, et puis vous en avez profité pour faire un magazine sur Sochaux que nous allons voir. Oui, on va commencer d'ailleurs par voir les images du match donc entre les deux leaders, ceux qui avaient gagné tous les deux donc contre des promus. Les Girondins savaient que ce match serait difficile pour eux, ils n'ont pas tardé à s'en rendre compte. Regardez bien, tête d'Agerbeck qui passe juste à côté des buts de Delaché. Et comme l'on dit dans ces cas-là, ce n'est que partie remise, puisque dans la minute qui suit, Agerbeck va ouvrir le score. Ce but est amené par Dreossi, puis Anziani, qui va passer au milieu de 3 Girondins. Il a vu Agerbeck s'engager, Agerbeck pousse et de 25 mètres met un tir superbe dans la lucarne de Delaché. Agerbeck peut sauter de joie, il vient de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs, celles de Sochaux. Agerbeck est euphorique, là vous venez de le voir, il vient de réussir un contre, il s'est bien engagé et il va réussir un centre superbe. Malheureusement, Lubin est en bout de course et sa reprise passe au-dessus des buts de Delaché, tout ça en 6 minutes. Cela va donc très vite, les Girondins vont tout de même céder une deuxième fois, mais après une demi-heure de jeu, sur cette faute de Touvenel sur Santos, le coup franc va être tiré par Lubin pour la tête d'Anziani, mais regardez bien, finalement c'est Touvenel qui marque contre son camp. 2-0 pour Sochaux et c'est finalement très mérité au vu des 30 premières minutes de la partie. Bordeaux va refaire surface en fin de première mi-temps sur cette poussée de Trésor, remise immédiate de Lacombe. Zégnier a bien suivi, reprise et finalement Rust qui détourne en corner. Arrêt réflexe donc de Rust. À la pause 2-0, un petit sermon de Jacquet dans les vestiaires et les Girondins reviennent sur la pelouse beaucoup plus décidés. Résultat, ils vont se trouver en position de marquer en plusieurs occasions. Dreossi a juste le temps de se relever pour voir Tussaud rentrer dans les 16 mètres et Rust réussir encore un arrêt superbe. Mais sur l'action suivante, Rust va s'incliner, c'est un coup franc. Lacombe va faire semblant de le tirer, mais finalement c'est Giresse qui met la balle dans la lucarne. 2-1 et encore une demi-heure donc aux Girondins pour arracher le point du match nul. Ils vont être tout près d'y parvenir. À la suite de ce 1-2, c'est Baptiston qui échoue sur le pied de Rust. Rust récupère le ballon en 2 temps, mais il fait savoir à ses coéquipiers qu'ils ont intérêt à se ressaisir s'ils ne veulent pas échouer dans ce match. L'avertissement apparemment n'est pas reçu puisque Giresse se retrouve encore en position de centrer pour Zégnier. Superbe reprise et encore un arrêt de Rust. Pas de dommage donc pour Sochaux. Au contraire, les Sochaliens à la dernière seconde vont marquer un but par leurs 2 remplaçants, Collin et Thomas. La talonnade est de Collin
Le centre de Thomas et la tête d'Agerbeck. Superbe. 3-1 donc pour Sochaux qui remporte sa deuxième victoire pour la plus grande joie de ses supporters bien sûr, mais pas au désespoir des Girondins. On marque un très joli but d'entrée. Je crois que ça leur a permis de poser le jeu ensuite et de jouer avec beaucoup plus de confiance. Mais il faut reconnaître que cette équipe a de très bons atouts et nous a fait le pressing, donc fortement gêné en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a bien réagi. On a marqué un but, on aurait pu en marquer un second. Et puis comme toujours, lorsqu'on cherche à revenir à la marque, on prend un but en contre-attaque. Vous n'avez pas de regrets, Sochaux mérite sa victoire? Non, je n'ai pas de regrets. Je dirais qu'on a vu l'équipe socialienne extrêmement agressive, très entreprenante, très enthousiaste et qui nous a posé beaucoup de problèmes après une certaine réussite. Et je crois que ça a été déterminant pour le match. Au début du match, j'étais loin de penser que nous battrions les Girondins par 3-1. Mais en fait, sur la physionomie du match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors Sochaux, cette année, est ambitieux. Mesdames, messieurs, vous savez, je n'ai pas changé d'avis. Au départ de ce championnat, je reste persuadé qu'il y a quand même 4 ou 5 équipes qui sont meilleures que la nôtre, en tout cas présumées meilleures. Et le Football Club de Sochaux devrait se trouver tout à fait dans le sillage de ces 4 ou 5 équipes. Et pour cela, Mosca pourra compter sur Agerbeck, l'auteur de 2 des 3 buts sochaliens, et qui avec un petit peu de chance aurait pu en marquer 1 ou 2 de plus, notamment sur cette action de Philippe Anziani, qui a bien démarqué le Danois. Malheureusement, le tir d'Agerbeck est bien détourné par Delaché. Et le public ne s'y est pas trompé, qui a plébiscité Agerbeck, lequel a joué un match un petit peu particulier face à Thierry Tussaud. Nous sommes retrouvés là face à face, Agerbeck avec Sochaux, Thierry Tussaud avec les Girondins de Bordeaux. Et je crois que le premier point est pour Agerbeck ce soir. Je m'adapte mieux dans le style de Sochaux qu'à Nantes. Et à Nantes, il y a eu tellement de concurrence et il n'y a pas eu de vraie confiance en moi sur l'aile droite. Vous savez, il y a tous les joueurs de Nantes. C'est des gens qui viennent comme très jeunes, hein, qui étaient là depuis longtemps. Et là, à Sochaux, je suis titulaire. Et c'est là, ça me donne confiance et je m'exprime mieux. Le pari à Agerbeck n'était pas évident. Il est en passe d'être gagné. Le Danois est bien intégré, comme l'est d'ailleurs l'autre recrue sochalienne, Pierre Dréaussy. Tous les deux ne sont pas des vedettes et c'est justement parce qu'ils ne sont pas des vedettes qu'ils ont pu signer à Sochaux, un club dont l'histoire se confond avec celle de son sponsor et aussi avec celle de l'automobile. Avant-guerre, l'automobile était un objet de luxe. Nous avions du vedettariat, c'est évident. Depuis, après la guerre, il y a eu la démocratisation de l'automobile. Et là, dès cette époque, nous avons franchi le virage vers la politique de jeunes. On oublie peut-être qu'il y a eu la phalange des Lionceaux déjà en 1945. C'était déjà de la détection de jeunes talents. Maintenant, c'est la formation. Effectivement, pour nous, toute notre politique est à base de formation et je peux dire aussi, tourne un peu le dos au vedettariat. Sans dire que dans d'autres cités, c'est peut-être la politique de vedettariat qui s'impose. Ici, elle serait extrêmement déplacée. Pas de vedette donc, Sochaux a choisi l'autre voie, celle de la formation. Celle-ci est faite dans un cadre superbe, 3 grandes villas bien aménagées, dans un parc agréable. Là, les apprentis footballeurs, 19 cette année, ont les conditions idéales pour développer leur talent. Ils ont également la possibilité de suivre des cours. C'est plus prudent, le football n'est pas un métier où l'on gagne à tous les coups. Mais rien n'est laissé au hasard à Sochaux, ni la détection, ni la réputation du centre. Jean Fauvert m'avait repéré dans un petit club, il m'a demandé si je voulais venir à Sochaux. Puis j'ai accepté. Puis mon père était au club aussi, entraînait les cadets du club, alors c'était tout à fait naturel que je vienne au FC Sochaux. Vous avez eu d'autres possibilités ou il n'y a eu que Sochaux? Non, j'ai eu Lens aussi, mais le choix s'est fixé sur Sochaux. Puisque, bon, d'abord, il y avait une histoire de distance, et puis Sochaux était réputé comme un club sérieux. Comment êtes-vous venu à Sochaux? À la suite de la Coupe nationale minime à Thonon, avec l'équipe d'Alsace, j'ai été recruté par M. Crossi. Alors vous aviez plusieurs possibilités, et pourquoi justement avoir choisi Sochaux? Oui, j'avais Monaco, Strasbourg, Auxerre. J'ai choisi Sochaux puisque c'était pas trop loin de chez moi. J'habite à 60 km d'ici, puis pour la réputation de son centre surtout. Le résultat est probant puisque c'est avec ces 3 juniors que Sochaux a battu Bordeaux. 7 autres joueurs sont passés par le centre de formation sochalien. Et finalement pour Sochaux, le plus grand risque est celui d'une trop grande réussite, comme par exemple celle de Gengini ou encore celle de Stopira. Ces joueurs sont alors très sollicités et Sochaux n'a plus les moyens
ni la volonté de les retenir. Nous avons un budget et nous nous tenons à ça. Et vous savez, quand vous avez des garçons, quelle que soit la valeur, il ne faut quand même pas qu'il y ait un trop grand décalage. Sinon, ça nuit à l'esprit d'équipe. Ce n'est pas décourageant justement de former des joueurs pour les voir partir quand ils sont encore jeunes et bons? Il est bien évident qu'on s'attache à un garçon qu'on a vu grandir. Vous savez, surtout quand on doit faire des progrès et qu'il atteint une efficacité et puis une certaine valeur. C'est-à-dire que quand il est en équipe de France, on a un pincement au cœur quand il s'en va, mais vous savez, dans ce métier, bon, il y en a d'autres qui vous apportent les mêmes satisfactions. Alors donc on se console avec ça. Et Renéo sort encore beaucoup de motifs de consolation avec ses 19 stagiaires préparés par René Sédelin. Le classement de Division 1, donc avec cette équipe de Sochaux que nous connaissons beaucoup mieux maintenant, avec 4 points, à égalité donc avec Lens. Il y aura pour la 3e journée de championnat mercredi un match Lens-Monaco qui vaudra le déplacement, ainsi que Nantes-Paris-Saint-Germain. Paris-Saint-Germain qui compte 3 points, ainsi que Toulouse, Monaco, Rouen et Lille. Et puis nous allons voir maintenant le bas de tableau avec une seule équipe, avec une roue de bicyclette, c'est Rennes, 0 points. Et puis devant, ben voilà, Toulon, Saint-Étienne. Pour l'instant, on ne peut pas tirer de grands enseignements donc de ce classement. Attendons la 3e journée de mercredi. Alors je vous l'ai dit au début de cette émission, nous écouterons un poème écrit et dit par Lucien Leduc. Lucien Leduc qui était l'invité du premier téléfoot de la reprise, le 17 juillet, nouvel entraîneur de Paris Saint-Germain. Lucien Leduc qui a tout connu pratiquement dans sa carrière d'entraîneur. Il a tout gagné, la coupe, le championnat, il a été honoré, il a été limogé, même à Marseille, au moment où il était entraîneur d'une équipe qui était en tête du championnat de première division. Il a vécu des choses bizarres comme il y en a qu'en football, ce qui lui a donné une certaine philosophie de la vie et ce qui lui inspire des poèmes. C'est un homme aussi d'une grande sensibilité, comme vous allez pouvoir le constater. Le banc de touche par Lucien Leduc. Comme l'oiseau sur la branche, comme funambule sur le fil, comme qui frôle l'avalanche, comme torero fébrile, ainsi l'entraîneur sur le banc, rendez-vous chaque dimanche, assis sur un volcan, sans que son moral flanche. Ce banc bonheur-malheur, ce banc bonheur-malin, le banc de l'entraîneur, ça vous use sur l'heure, ou bien vous revigore, selon évolution du score. Faudra voir à s'accrocher aux branches, au western tous les dimanches, Dixit, la longue file des prophètes grimaçants, entraîneur en rupture de banc. Au stade, vrai théâtre sans acte d'hiver, toujours le banc en première loge, printemps, été, hiver. À moins qu'avant l'automne, on ne vous en déloge. Cependant, équipe en tête, banc très fourni, les cœurs en fête, président perpète, cigare luisant, réjoui. Équipe en queue, banc bien sévère, l'entraîneur maître queue rate sa sauce madère, ça sent le roussi, qui va changer de crèmerie. Le banc lamentation, le banc la faute à qui? Banc je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez en plein dans le seau, c'est la faute à Rousseau. Équipe descente en vue, sur le grand banc, solitaire et glacé, silhouette entraîneur sans magie, déjà l'ombre du prochain. Ah, combien d'entraîneurs, combien de capitaines, victimes d'un vent siffleur, victimes du chaud et froid d'un banc plein vent de Noroît. Sur banc de la quarantaine, on les compte par dizaines. Allez donc vous faire prendre ailleurs, messieurs les sélectionneurs. Et la vie continue, histoire classique, banale, ne fait même plus scandale. On pense peut-être balade des pendus du temps jadis, et maintenant des suspendus. Tout le monde s'en balance pendant qu'il se balance au gibet des entraîneurs, de ça, de là, au vent mauvais, plus diffamé que malfaiteur, accusé de tous les forfaits. Pourtant, hier, oui, hier, banc feu d'artifice, victoires altières, ambiance délice, sans compter bénéfice. Aujourd'hui, fermez le banc sur ce banc d'infamie. Cependant, demain, oui, demain, après nuit, tout ranci, demain, ailleurs, bien ressaisi, ailleurs. Il fera jour peut-être pour un banc plein de magie. Demain, il fera jour pour la balle Espérance qui rebondit toujours un peu partout en France. Autant en emporte le vent de l'aventure du foot, l'aventure toujours recommencée.
Voilà, Lucien Leduc, poète et aussi bon comédien, vous avez pu le noter. S'il y a d'autres entraîneurs qui écrivent, comme le fait Lucien Leduc, l'antenne leur est ouverte de Téléfoot. Alors nous terminons, comme je vous l'avais dit, avec une rétrospective des coupes nationales étrangères. C'est ainsi que nous allons voir les buts des finales de Coupe d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique et d'Italie, commentés par Didier Roustan. Finale de la Coupe d'Angleterre, nous sommes bien entendu à Wembley, 100 000 spectateurs déchaînés pour le match entre Manchester United et Brighton. Brighton, qui est la surprise générale, va ouvrir la marque à sa suite de ce centre de Howlett. Et bien c'est Gordon Smith à la 14e minute qui trompe le gardien de Manchester United, Gary Bailey. Brighton, vous le savez, descendra en 2e division la saison prochaine. Manchester United a terminé très bien le championnat d'Angleterre et égalise fort logiquement 2e mi-temps par son Irlandais Stapleton, Frank Stapleton. Toujours Manchester United à l'attaque avec Muren, lui il est néerlandais, mais Ray Wilkins ici en possession du ballon est bel et bien anglais. Une belle feinte de frappe et cette fois de l'intérieur du pied gauche, il marque un but superbe. Et là on se dit bien entendu que c'en est terminé pour la sympathique équipe de Brighton, mais à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, eh bien, vous allez le voir, la suite de ce tir raté de Grealish, c'est Stevens qui égalise. La prolongation ne donnera rien. 2-2, un tour d'honneur des deux formations. Et on se retrouve quelques jours plus tard, toujours sur la pelouse sacro-sainte de Wembley. Le match sera rejoué jeudi 26. Jeudi 26, nous y sommes. Et là, eh bien, Manchester United ne va pas faire de détails devant Brighton et l'emporter 4 buts à 0. Petite explication entre Foster et Whiteside, mais le match a été très correct. Wilkins a passé à Albiston, Whiteside en retrait, centre d'Albiston, Davis pour Wilkins, non, pour Robson qui ouvre la marque, but de Robson, Brian Robson, le capitaine de cette équipe de Manchester United, alors qu'ici vous voyez Ron Atkinson, le manager de cette formation, toujours aussi nerveux. Donc au départ, Whiteside, un centre d'Albiston. Et regardez, il y a Wilkins, tout d'abord Davis qui fixe bien la défense. Wilkins qui va tirer, mais il préfère laisser ce ballon à Robson. Donc 1 but à 0. Et comme toujours avec la BBC, on revoit les buts et les actions dangereuses sous tous les angles. C'est lui, Brian Robson. Duxbury maintenant pour Wilkins. Nous sommes toujours en première mi-temps. Ici, c'est le numéro 11, Davis, qui remplaçait Steve Coppell, blessé. Et il bénéficie d'un corner. Et regardez bien ce corner. Au départ, peut-être une faute de McQueen, le numéro 6, qui monte toujours sur les coups de pied arrêtés pour Manchester United. Mais l'arbitre laisse jouer, centre de Davis et but de Norman Whiteside, 2-0 pour Manchester United. Whiteside qui était curieusement seul sur cette action. Il y avait 4 joueurs de Brighton qui l'ont regardé. Grealish était sur la ligne. Il a tenté de sauver ce ballon de la main, tenté au moins le penalty. Atkinson est de plus en plus déchaîné. Plus son équipe mène au score, plus il est nerveux. C'est tout de même curieux. But de Whiteside, 2-0. Brighton va tout de même se créer quelques occasions, comme ici avec son numéro 7, Jimmy Case. Le ballon est dévié, Gary Bailey est pris à contre-pied, mais un très très bon réflexe et il renvoie le ballon en corner, félicité même par le joueur adverse de Brighton, le numéro 4, Grealish. C'est beau, le fair play britannique. Et on se retrouve maintenant de l'autre côté pour le 3e but, tête de Stapleton. Et nouveau but de Brian Robson, le 2e pour lui, le 3e pour United. Félicitations de McQueen. 3-0, et cette fois, les carottes sont cuites. Une première tête de Whiteside, une deuxième de Stapleton. On croit au hors-jeu du côté de Brighton, et non. Robson est parti de très très loin derrière. On va d'ailleurs le constater sur ce énième ralenti. Et l'homme au bandeau, le capitaine de Brighton, lève le bras, regardez-le. Il regarde le juge de touche. 3-0, Atkinson va craquer, la crise cardiaque le menace et il renvoie ses troupes. Allez, go, 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 ce n'est pas terminé, il reste 45 minutes, on ne sait jamais avec les joueurs de Brighton, ils vous ont déjà piégé en fin de partie lors du premier match, il faut toujours attaquer. Eh bien, c'est ce que fait Manchester United. Stapleton
pour Robson à nouveau, qui a été le grand homme de cette rencontre. Il est stoppé irrégulièrement par Stevens. Et oui, c'est le penalty pour Manchester United. Et le dernier but signé Arnold Muren, 4-0. Brian Robson et Manchester United méritaient bien cette FA Cup. Du calme, monsieur. La voici, la FA Cup. La Coupe de la Ligue, vous le savez, a été remportée cette année par Liverpool. Finale de la Coupe d'Espagne, Maradona en retrait pour Victor, 1-0 pour Barcelone devant l'ennemi, le grand ennemi, l'ennemi public numéro 1, c'est-à-dire le Real Madrid qui a tout perdu cette saison avant cette rencontre. En tout cas, la Coupe des vainqueurs des coupes contre Aberdeen, le championnat à la dernière minute. Atlético Bilbao a été sacré champion d'Espagne. Il reste la Coupe d'Espagne, et bien la voici, mais ça s'engage plutôt mal puisque Victor, à la fin de la première mi-temps, vient d'ouvrir la marque. Ne désespérons pas, il reste encore une mi-temps. Pour l'instant, ce sont les drapeaux catalans qui s'agitent. Attention, une erreur et Santillana en embuscade égalise pour le Real Madrid. But de Santillana, un partout, mais vraiment une erreur monumentale de la défense de Barcelone. C'est incroyable, surtout à un tel niveau. Regardez, coup franc joué par Schuster pour Alessanco qui rate complètement sa passe en retrait. Et en bon buteur qu'il est, eh bien Santillana a suivi sur cette action. Donc un partout, rien n'est joué. Mais Barcelone fait le forcing. Diego Maradona qui termine très très fort avec sa formation après, vous le savez, une hépatite virale qui l'a éloigné des terrains 4 à 5 mois, eh bien menace la défense du Real. Alors qu'ici c'est l'attaque du Real au contraire qui inquiète la défense de Barcelone. On approche petit à petit de la fin de cette rencontre, toujours Maradona qui est stoppé à la limite sur cette action. Il ne reste plus que 20 secondes de jeu réglementaire, bientôt les prolongations, et non. But de Marcos, une superbe tête plongeante, deux bras d'honneur de Schuster et victoire de Barcelone en finale de la Coupe d'Espagne. But de Victor et Marcos, but de Santillana pour le Real Madrid qui a vraiment tout perdu cette saison puisque vous le savez, 3 semaines plus tard, le Real Madrid perdra également la Coupe de la Ligue, toujours devant Barcelone. Finale de la Coupe de RFA, et c'est curieux, on retrouve deux clubs de la même ville, le Fortuna Cologne et le FC Cologne. Ici le gardien de but Schumacher, gardien de but du FC Cologne qui joue en première division. Le Fortuna Cologne, lui, joue en deuxième division. C'est le FC Cologne qui va finalement remporter cette rencontre, une rencontre assez tristounette selon nos confrères ouest-allemands. Un but en tout et pour tout, ce but, il est signé Lidbarski. Au départ, une erreur de la défense du Fortuna Cologne et cela ne pardonne pas devant un joueur comme Lidbarski. FC Cologne emporte 1-0. Finale de la Coupe de Belgique maintenant entre Beveren et le FC Bruges. Une ouverture de Martens et un but de Davis pour Beveren. Une bien belle ouverture. Tête plongeante de Davis, le gardien de but du FC Bruges ne pouvait pas grand-chose. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Toujours Beveren en action. Cette fois, c'est un centre d'Albert et un but de Martens. Celui qui était à l'origine du premier but, eh bien, est à la conclusion du deuxième que nous revoyons sur ce ralenti. Beveren était vraiment le plus fort dans cette rencontre, même si l'Ukraine ménage le suspense en réduisant la marque ici par Darden d'une superbe reprise de volée. 2-1. Toujours pour Beveren qui a contrôlé les opérations dans toute cette partie et qui terminera en beauté en marquant à 3 minutes de la fin un troisième et dernier but grâce à Schnellenberger à la suite de cette action de Cousteau. Attention, il approche, centre en retrait. Cette fois, c'est terminé, c'est Beveren qui remporte la Coupe de Belgique. 3-1. Beveren succède donc à Waterskei. Cela nous rappelle des bien mauvais souvenirs en France, vous le savez. Paris Saint-Germain a succédé à Paris Saint-Germain. Maintenant, la Coupe d'Italie pour Chirea, le capitaine de la Juventus de Turin, qui n'aura finalement pas tout perdu. Distancé en championnat par l'AS Roma, battu en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions
par Hambourg, la Juventus de Turin a tout de même gagné la Coupe d'Italie. Et pourtant, ce n'était pas évident. Vous le savez, en Italie, la finale de la Coupe se joue sur 2 rencontres. Et bien, lors de la première, à Vérone, la Juventus a perdu 2-0. Et 2-0 en Italie, ça fait tout de même beaucoup. Match retour au Stadio Comunale. La Juventus de Turin, comme toujours, maillot rayé contre Vérone. Donc sur la droite de votre écran, nous sommes en première mi-temps. Reprise de Boniek et but de Paolo Rossi. Plus qu'un but de retard pour la Juve de Michel Platini. Et bientôt égalité au total des 2 matchs, grâce précisément à Michel Platini au départ. Un centre de Claudio Gentile et finalement donc but du numéro 10, il Francese, Michel Platini. Bonne réaction de Cabrini sur cette action. Un grand pont, il lève la tête, il a vu au deuxième poteau, devinez qui. C'est tout simple. Michel Platini, 2 buts de Platini, un autre de Rossi. Et à la surprise générale, ce n'était pas évident après le match aller. Eh bien, la Juventus de Turin gagne la Coupe d'Italie devant Vérone. Nous allons nous quitter dans quelques instants. Cet après-midi, vous avez d'autres rendez-vous avec le service des sports, les relais du dimanche à partir de 14h30 avec Bernard Giraud et Pierre Douglas. Et puis je vous retrouverai quant à moi avec tous mes confrères du service à 18h pour Sport Dimanche, une émission de résultats qui durera 30 minutes. Alors, je vous présente 2 revues avant de terminer. Une revue qui est très originale, qui s'appelle Le Contre-Pied, avec des dossiers, une interview de Michel Platini aussi, une interview de Suodo, c'est le dernier numéro, celui de juillet-août, et un dossier donc sur le professionnalisme, revue qui s'appelle donc Le Contre-Pied. Et puis notre confrère 11 vient de sortir à son tour son calendrier, c'est la saison, avec aussi tout sur les changements qui sont intervenus dans les équipes de Division 1, avec, vous l'avez reconnu, en couverture, c'est lui, c'est Patrick Battiston. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances pendant le mois d'août, et bien c'est Georges Dominique et Jean Rénal qui vous présenteront Téléfoot qui ne s'arrête pas. Bien entendu, bon appétit à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.